Bonjour et bienvenue dans Vers l'avenir, le podcast de RG Dessin, où l'on explore l'univers des façades et du mur rideau et de l'enveloppe du bâtiment sous un angle humain, technique et innovant. Aujourd'hui, on s'intéresse aux bases de la gestion de projet. Un sujet crucial pour tous les chantiers. Comment définir le profil de l'entrepreneur idéal? Comment bâtir une équipe solide où chacun joue son rôle? Quels outils modernes viennent transformer la façon d'organiser un projet aujourd'hui? Et enfin, quels sont les défis de croissance auxquels les entreprises doivent faire face? Pour en parler, nul autre que M. Marc Bilodeau, un expert incontournable. Une véritable référence dans l'industrie du mur rideau. Il a marqué le domaine à travers son parcours à la tête de Vitreco, puis comme vice-président chez CPA Verre Structurel. En plus, il a été président de l'Association de vitrerie et de fenestration du Québec, la VFQ, et président de la Fédération québécoise des associations d'entrepreneurs spécialisés en construction. Il a aussi été coprésident du comité technique de la VFQ. Aujourd'hui, à la retraite, il continue de partager son savoir en accompagnant la relève. Marc Bilodeau, bienvenue au podcast. Merci Vincent, merci de m'accueillir, c'est gentil. C'est un honneur. Marc, on va commencer avec la base. Selon toi, là, un bon entrepreneur vitrier, c'est quoi que ça prend? C'est une question existentielle. En fait, être un entrepreneur, c'est une façon de vivre, être un entrepreneur. Un entrepreneur, aujourd'hui, souvent, il y a une compagnie qui ferme, il y a 10 nouvelles vitreries qui vont s'ouvrir. Sur ça, il y en a une qui va subsister. Mais parce qu'il y a un dénominateur commun, on ne vient pas entrepreneur qui veut. Okay? Ce n'est pas une question d'horaire de travail de 8 à 5. Un entrepreneur commence quand l'ouvrage commence, puis arrête quand l'ouvrage est fini d'être fait. Donc, la notion du 8 à 5 n'est pas là. L'autre facteur bien déterminant qu'on considère, c'est il faut être un homme orchestre, tout faire, être capable de participer, être capable de gérer, connaître comment lire des états financiers, parce que c'est bien beau si on est super bon techniquement, mais on n'est pas bon au niveau paperasse. Là, on est obligé de se fier sur d'autres personnes. On veut éviter ça. Être un entrepreneur, c'est aussi de savoir s'entourer de gens, savoir être capable de repérer des talents, de faire confiance aux gens, de les amener vers où on veut aller. Si je veux aller vers des projets d'envergure, mais mon équipe, c'est pas une équipe, c'est une équipe qui aime ça faire des petits projets, j'ai un choix à faire comme entrepreneur. Je change graduellement mon équipe. Donc, c'est une question qui est une question existentielle de choix. Pour être entrepreneur, il faut être aussi polyvalent. J'ai vu beaucoup de super bons travailleurs qui étaient des gars de chantier incroyables, là, qui ont malheureusement échoué en affaires. Mais j'en ai vu beaucoup d'autres qui ont réussi pour des raisons inverses. Ils se sont impliqués au niveau financier et ont été capables d'apprendre, d'aller chercher d'aller chercher des connaissances additionnelles. Mais être un entrepreneur, c'est un sacrifice. Il faut le comprendre, là. La famille, moi, je ne sais pas combien d'années, combien de fois mon épouse a mangé seule là, le soir parce que moi, j'étais efficace avant 7 heures le matin puis après 5 heures le soir parce que là, c'est là que c'était plus calme puis qu'on avait le temps de rattraper l'ouvrage qu'on n'avait pas fait durant la journée. Tu n'es pas en train de me dire que de 5 à 7, tu travaillais. De 7 à 5, tu ne travaillais pas. Là. Non. Tu travaillais. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, tu montes, ton entreprise croît, tu as des téléphones, tu as des situations de chantier, tu as pas quelque chose dans lequel il faut que tu interviennes. Et puis, la première chose que tu t'aperçois dans la journée, tu n'as pas eu le temps de sacrifier 1 heure pour faire ce que tu avais à faire, vérifier une soumission, un prix qui va s'en aller à un client. Tu n'as pas eu le temps de faire rien de ça. Tu le fais quand? Tu sais, c'est quoi, des fois, faire un coup de téléphone un samedi, travailler un samedi matin? Il faut que tu fasses des choix. Tu sais, ça m'est arrivé tellement souvent qu'un samedi ou un dimanche, je rentre dans mon bureau pour faire de la paperasse, pour me rattraper, pour commencer mon lundi matin, la tête en paix, puis être libre pour vraiment mettre ma tâche, mettre mon énergie, tu sais, sur mes chantiers de construction. C'est ça qui est important. Ce que j'entends, là, c'est que dans le fond, il faut autant être polyvalent, être capable d'avoir des connaissances dans plusieurs choses, puis de ne pas avoir peur de gérer ton temps un peu de façon élastique selon le besoin, selon le chantier, puis la période dans la saison qu'on est. C'est pas toujours égal. Bien, il y a toujours des temps d'année. Vous savez, dans le domaine de la construction, lorsqu'il commence à faire froid l'hiver, tu sais, au printemps, à l'automne, là, quand il commence à faire froid, là, les chantiers, il faut qu'ils se ferment. Là.
Tout le monde devient nerveux. Il faut qu'on ferme. C'est de la fenestration. On ferme l'enveloppe du bâtiment. La pression augmente. C'est sûr que c'est une période excessivement difficile. Et puis en même temps, tu as les conditions météo qui sont réunies pour nous offrir un cocktail Molotov de mauvaise température, de la pluie, du vent, etc. Donc, il faut pallier à ça. Il faut pallier à ça, mais il y a des temps, comme on arrive en janvier, en février, c'est des temps des fois qui sont un petit peu plus tranquilles à cause de la météo, encore une fois, mais c'est des temps où est-ce qu'on peut se rattraper et puis faire notre paperasse, puis gérer notre croissance d'entreprise. Savoir un peu. Un bon entrepreneur, ce que j'entends, c'est de savoir justement le temps, ce qu'il faut donner un coup, mais le temps aussi qu'il faut un petit peu relaxer pour avoir encore d'énergie pour l'année suivante et là, les années qui s'en viennent, pas s'user prématurément. Bien, tout à fait. Tu as 100% raison. Puis, on parle d'usure prématurée. Moi aussi, je suis entrepreneur, puis je pense que se monter une équipe, c'est important. En construction, encore plus. Pour un entrepreneur vitrier, il y a plusieurs postes qu'on entend qui sont sérieux. Fait que j'irais, mettons, en commençant, le directeur de projet. Pour toi, c'est quoi ça représente? C'est quoi ça va servir pour une vitrerie? Bon, le directeur de projet, on va dire, c'est le chef d'orchestre. Si on met ça dans une perspective musicale, c'est le chef d'orchestre qui, lui, je ne demande pas au chef d'orchestre de savoir jouer du violon, de savoir jouer de la trompette, mais je lui demande de reconnaître si ces gens-là jouent juste. Okay? C'est ça son travail. C'est pas un rôle hiérarchique non plus. C'est pas parce que c'est l'employé le plus vieux de l'entreprise qui devient le directeur de projet d'un projet X. Non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est une question d'humain, c'est une question de compétence, c'est une question organisationnelle également. Un directeur de projet, c'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions à des problèmes, qui est capable de bien communiquer avec les gens, avec les travailleurs, avec son équipe, parce que c'est une équipe, hein? C'est le directeur de projet, c'est le chef de l'équipe, mais il y a du monde en arrière qui travaille avec lui, qui sont là pour le bien du projet. Pas d'équipe, pas de directeur de projet. Là. Ah, absolument pas. Là. Le directeur de projet, c'est pas un ou elle. Moi, j'ai toujours pensé, on parle de directeur de projet parce que ça prend un titre pour quelqu'un, mais parlons donc plutôt de direction de projet. Absolument. Parce que c'est pas le travail d'une seule personne. Le résultat d'un projet, c'est le résultat d'une équipe. C'est ça qui fait la beauté de ce domaine-là. Quand on monte, nous autres, on se promène en vitrerie, probablement vous l'avez déjà fait. Moi, je disais à mon épouse, on est en ville, c'est moi qui ai fait ce projet-là, c'est moi qui ai fait ce projet-là. Mais en fait, c'était très égoïste ce que je faisais parce que c'était pas moi, c'était nous. Le directeur de projet, il faut qu'il pense au nous, à l'équipe globale. T'sais. C'est vraiment l'être humain qui vient tout rattacher ça. Tout à fait. Et en passant, peu importe le titre qu'on va lui donner dans notre organisation, c'est des rôles qu'il faut qu'ils soient joués. On entend souvent parler aussi de chargé de projet. Comment tu me le différencierais? C'est quoi ses responsabilités? Là? Bien, le chargé de projet, dans certaines entreprises, c'est sûr que si on prend une petite vitrerie, le directeur de projet, chargé de projet, c'est possiblement les mêmes personnes. Mais quand on parle d'une plus grosse entreprise, un directeur de projet va être accompagné d'un chargé de projet. Le directeur de projet, lui, il va être à une échelle beaucoup plus large. Okay? Il n'est pas au courant de tout nécessairement les petits détails. La coordination qui vont se faire entre les dessins d'atelier, entre le chantier, entre le surintendant. Bon, ça, c'est souvent l'adage du chargé de projet qui, lui, est beaucoup plus micro. Là. Il est beaucoup plus dans la gestion day-to-day du chantier de construction. Alors que le directeur de projet, il est beaucoup plus large. Le directeur de projet va travailler avec la relation avec le client, ce qui n'empêche pas le chargé de projet de travailler sur la relation avec le client. Parce que tout ce domaine-là, peu importe quel rôle que tu as, c'est tout lié à la communication, d'établir, en partant avec le client, un canal de communication excessivement clair. Que ce soit le directeur de projet ou le chargé de projet, il faut que ce canal-là soit excessivement clair pour que on n'attend pas, on a un problème avec un manufacturier, un problème de livraison, il ne faut pas attendre d'arriver au jour promis pour lever le problème. Il faut le lever aussitôt qu'on l'a. Donc, c'est vraiment le directeur de projet puis le chargé de projet qui s'occupe de cette poutine-là qu'on fait à tous les jours, là. Je t'entends parler de ça. La dernière journée avant d'y dire, puis finalement, là, tout chamboule. On dirait qu'il y a de l'expérience là-dedans. Là. Ça sonne. Ben oui. Puis, tu sais, souvent, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on a tendance souvent à dire « Ah, j'ai pas le goût de dire à soir. Ah. » Tu sais, j'ai pas le goût de dire à soir, non, je vais attendre demain. Puis finalement, c'est comme le fameux dossier sur ta pile là, qui met d'autres choses par-dessus, tu mets d'autres choses par-dessus. Puis finalement, tu sais, il y a un dicton là-dessus, tu sais, ce que tu fuis te suit, ce à quoi tu fais face s'efface. Tu sais, tu n'as pas tes portes, tu n'as pas tes thermos, il a écrit quelque chose, peu importe. Si tu lâches un coup de téléphone à l'entrepreneur,
tu désamorces une bombe qui s'en vient, là. Tu vas trouver un plan B, ça va aider le chantier, ça va aider tout le monde. Puis ça va rendre ta relation avec l'entrepreneur transparente. Tu n'as rien à cacher. Tu es là pour le bien du projet, tu n'es pas là pour ton besoin personnel. L'autre élément qu'il faut mettre de côté quand on est dans une direction de projet, peu importe le poste qu'on a, c'est notre ego. Oh. OK? Parce que, tu sais, la construction, c'est plein d'ego. C'est jamais de la faute à quelqu'un. Ah. C'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours comme ça. Alors que souvent, c'est notre faute. Puis il faut être capable de mettre notre ego de côté, tu sais, au profit du chantier de construction. Pour que le projet fonctionne, c'est ça. L'aboutissement du projet, là, c'est la job de la direction de projet. C'est ça l'objectif principal que l'équipe a. C'est l'aboutissement d'un projet à l'intérieur du coût, à l'intérieur des délais qui sont impartis et en respectant les règles de sécurité et de santé, en respectant aussi la qualité. Ça, c'est la job de la direction de projet. Ce que je comprends, c'est que dans le fond, ces deux chapeaux-là, chargé de projet, direction de projet, c'est vraiment quelque chose qui est pour orchestrer tout ça, soit dans le plus micro, dans le plus macro, mais dans les deux cas, c'est toujours à la fin que le projet se réalise. Là, on a d'autres équipes aussi, qui nous autres, on connaît bien, c'est tout ce qui est les parties techniques. C'est quoi leur utilité? Là? Pourquoi ils sont là? Puis c'est quoi qui est important qu'il faut qu'ils fassent, qu'il ne faut pas qu'ils passent à côté? Bien, au niveau du technique, quand on parle de, que ce soit dessin, ingénierie, c'est important parce que lorsque mettons, on présente un lot de dessin d'atelier, le lot de dessin d'atelier là, est supposé représenter la vision du vitrier. Ça, c'est ma vision. Je vous présente des dessins d'atelier, c'est ma vision du projet, la voici. La réponse que je reçois, c'est celle de l'entrepreneur, des architectes, des professionnels qui vont venir dire, bon, non, ça, on n'est pas d'accord, ça, c'est pas ça comme... Là, il y a un dialogue qui se met. Donc, mon équipe technique, sa job, c'est être capable de transmettre par papier, sur des dessins, la vision d'entreprise en maintenant tous nos soucis techniques pour que ça se réalise selon des standards et des règles de l'art qui sont établis. Et puis, c'est ça, sa job de l'équipe technique. Plus ça va être transparent, puis plus ça va aller vite. Il ne faut pas que les dessins d'atelier, ça dure 3 mois là, ou 6 mois. Il faut que les dessins d'atelier, ça soit, je vous les envoie, voici ma vision, vous les ramenez, voici votre vision. Maintenant, si on n'est pas de s'entendre sur certains détails, on s'assoit, on en jase, mais quand je soumets des dessins, il faut que ça soit final. Il ne faut pas que ça commence à jouer. Mais mon équipe technique est là pour appuyer la direction de projet. Si j'ai des détails qui sont excessivement clairs, qui sont représentatifs de ce qu'on va faire en chantier, on va se ramasser avec un projet qui va être une réussite totale. Tu sais, j'ai pas le temps de commencer à faire une improvisation sur un chantier. J'arrive sur un détail, puis là, je suis obligé d'improviser, puis ça n'a pas été pensé, puis là, on va peut-être le faire la même. Qu'est-ce que tu penses? Puis là, ouais, c'est correct. Finalement, on répète ce même problème-là. Le même détail, on le répète 25 fois, mais il est 25 fois pas correct parce qu'on n'y avait pas pensé avant. Alors que l'équipe technique, son travail avec la direction de projet, avec le directeur de projet, le chargé de projet et tous ceux qui vont suivre, c'est de trouver une solution au problème et puis garder. Souvent, j'ai vu, moi, des détails qui ne se faisaient pas sur des dessins d'atelier parce qu'ils ne savaient pas comment le faire. Fait que si on ne sait pas comment le faire sur un dessin d'atelier, imaginez vous en chantier ce que ça va être, mais qu'on arrive là. Donc, il ne faut pas laisser de l'improvisation sur un chantier. Je pense que l'improvisation, c'est dans la ligne nationale de l'improvisation. C'est là que ça se fait. Sur un chantier, c'est du sérieux. On joue. Imaginez-vous un entrepreneur qui a un problème, à un moment donné, il se ramasse avec des problèmes qui vont durer pendant des années. Et là, c'est de l'argent qui est dépensé en service. Après ça, il y a des risques de poursuite, un paquet de problèmes qui va avec ça. On n'est pas là pour improviser. Absolument. Ce que j'entends, c'est que c'est ni plus ni moins la période pour se poser les questions, pour passer de la proposition, le prix qui a été soumis, au contrat final. Le dessin, c'est le contrat final, puis que ça vienne dire, OK, c'est ça qu'on va réaliser. Tout à fait. On fallait faire un prix avant même de commencer toute notre démarche, puis on aurait fallu parler de l'estimation. Il y a des gens qui s'occupent de déterminer les prix, de faire les ventes et tout. Comment tu décris ça, un bon estimateur en vitrerie? Un bon estimateur en vitrerie. Non, je ne parle pas du prix, là, parce que je sais qu'il coûte cher. Faut pas qu'il fasse des... Non. En partant, tu souhaites que quelqu'un ne fasse pas trop d'erreurs, qu'il n'oublie pas trop de morceaux. Pourquoi? Parce que écoute, un chantier de construction, là, un projet de construction, là, c'est un prix, c'est comme une photo. OK? Si tu me donnes une photo, moi, je vais te faire un prix sur la photo que tu me présentes. Et la photo aussi, elle est importante dans le calendrier de l'année.
Donc, si mon estimateur est capable, donc, si je vais dans le détail, quand je reçois une demande de prix, je sais que ça va commencer, les projets commencent mettons, en juin, puis il doit finir en septembre. Et j'ai un plan précis. Donc, ma photo, c'est le plan et c'est le calendrier, juin à septembre. Mais si j'ai la même photo, le même plan, mais ça se fait de septembre à janvier. Oh, puis pareil. Donc, mon estimateur, je m'attends à ce que mon estimateur soit capable d'être précis sur le prix qu'il va te mettre sur cette photo-là. Parce qu'elle ne dépend pas juste de ce qu'il va avoir sur les plans, mais ce qui est écrit dans le devis, du calendrier d'exécution, c'est tous ces éléments-là réunis ensemble ce que je m'attends que l'estimateur soit capable d'estimer au meilleur de sa volonté. Aussi, il y a un autre élément qui est excessivement important, c'est lorsqu'on a un bon estimateur, même si c'est le meilleur, on ne peut pas y laisser cette responsabilité-là à lui seul sur les bras. Il faut que ça soit une équipe. Okay? J'ai rarement fermé des prix, okay? À moins des petits projets, là, mais des gros projets d'envergure, j'ai rarement fermé un prix seul. J'étais avec l'estimateur, souvent je faisais venir un surintendant, avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise. On était une équipe qui travaillait ensemble pour arriver à éviter les pièges. Okay? Voir les pièges. Voir les pièges, les dangers du projet. On peut avoir plein de dangers sur le projet, puis on veut les éviter, puis c'est... Ben, tu sais, une tête vaut mieux que deux, là. 2 têtes valent mieux qu'une, plutôt, c'est le contraire, là. Fait que c'est ça qu'on cherchait. On parle de ça, on parle aussi de lorsqu'il va avoir signé le projet, avant qu'il s'en aille au directeur de projet, il y a quand même une job, cet estimateur-là, là, avant que le projet de devis soit prêt à gérer, à être exécuté. Bon. C'est quoi ces tâches qu'il ne faut pas qu'ils soient oubliées? Là? Ben, en fait, quand la direction de projet, quand le contrat est pratiquement signé, nécessairement, on reçoit des documents émis pour construction. Le premier rôle de l'estimateur, ça va être de faire une validation. Okay. Une validation, est-ce que le contrat, est-ce que la photo est identique à celle que j'ai soumissionnée? Puis souvent, si on ne le fait pas, souvent, ça va avec quelques surprises. Oh! OK? Ensuite, il y a toujours une réunion de démarrage qui est importante. La réunion de démarrage va inclure les directions, le directeur de projet, le chargé de projet, va inclure le technique, parce que le technique va devoir mettre les plans, faire des dessins d'atelier. Et ça inclut aussi le surintendant qu'on va parler probablement dans quelques minutes. Donc, l'estimateur avec la direction de projet, le directeur de projet, le chargé de projet, avec aussi le dessinateur, OK? Toute cette équipe-là, avec un surintendant idéalement, déjà nommé, OK, vont travailler, OK, à la préparation d'une réunion de démarrage. Puis l'animateur de cette réunion de démarrage-là, c'est l'estimateur. Qui connaît plus le projet que l'estimateur? Lui, il l'a estimé. Il connaît les enjeux. Est-ce que c'est un projet par phase? C'est un projet de soir? C'est quoi les enjeux principaux? Est-ce qu'on a 20 semaines pour faire la job? On a 14 semaines pour savoir un certain type de matériel? Il ne faut pas que ça niaise. C'est quoi les objectifs? C'est quoi les principaux? Tu sais, c'est le projet. La réunion de démarrage, c'est la réunion, je pense, la plus importante de tout le champ. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Ce que j'entends, c'est vraiment la job de l'estimateur de transférer toute la connaissance qu'il a pris du projet pour que le projet débute puis que parte, comme on dit. Ben oui. J'ai entendu un surintendant de chantier. Qu'est-ce que c'est ça pour toi? Puis c'est quoi surtout ces tâches qu'il faut qu'il fasse? Bien, le surintendant a la tâche, lui, d'amener à bien le projet. Okay. Théoriquement, habituellement, le surintendant, et ça aussi, il ne devient pas surintendant qui veut. Moi, j'ai eu des gars qui étaient super bons, mais au ça que tu leur donnais plus que 2 gars sur un chantier de construction, ils perdaient les moyens. OK? Mais j'en ai d'autres qui avaient 25-30 gars sur un projet, ça ne les dérangeait pas. Ils étaient capables de s'occuper de toute cette gang-là. Et ça, c'est une vocation. C'est quelqu'un qui est capable. Il est capable, il arrive souvent plus tôt, il va finir un petit peu plus tard parce qu'il fait le tour du chantier. Il s'assure que tous les objectifs de l'entreprise soient rencontrés dans les temps qui étaient impartis. Puis souvent, souvent quand on développe le projet, on a tendance à mettre ça moins important. OK? On nommera, mais que ce soit le temps. Alors que c'est facile aujourd'hui avec des flowcharts sur Excel, faire des calendriers, puis savoir quand est-ce qu'un tel surintendant va être disponible. Lorsqu'on signe, on l'a dit tantôt, l'estimateur, il a dit, bon, ce projet-là commence en juin. Ben moi, j'ai un surintendant qui finissait un projet en mai, ben c'est le bon gars pour mettre en juin. Mais donc, il faut le nommer le plus vite possible. En nommant le plus vite possible, on l'inclut à l'intérieur de toutes les rencontres.
de toutes les réunions qu'on va avoir. On le met dans la liste des envois pour qu'ils suivent. Qui est mieux placé sur un chantier de construction pour décider, hey, on va-tu faire ça en nacelle, on va-tu faire ça avec une 120, en nacelle ou au swing, on va faire ça comment, à l'échafaudage. Donc, c'est tous ces éléments-là que le surintendant va venir nous aider à faire. Il va venir préparer des listes. Tu sais, des listes pour le matériel d'installation. Je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça. Travailler à monter l'équipe. Donc, c'est une personne qui est excessivement importante dans la réussite du projet de construction. Puis, il fait partie de l'équipe. Puis, souvent, dans notre domaine, on néglige à le nommer rapidement. C'est ça. Ça, c'est une erreur majeure qu'on fait. On décide à la fin là, que c'est lui qui va aller là. Finalement, le gars, il n'est même pas prêt, il ne sait même pas dans quoi il s'en va. C'est rendu à lui, puis on commence dans 2 semaines. Tu sais. Ben, comment? Mais c'est pas payé 2 semaines, tu lui donnes encore pas mal de temps, là, je trouve. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça va être lui qui va avoir le fardeau. Là. C'est lui qui va... Oui, l'usine va avoir fabriqué, oui, les dessins sont approuvés, mais en même temps, il y a ses défis, il y a ses choses à se préparer, il y a probablement de l'équipement à louer, à réserver. Il faudrait y laisser du temps pour au moins absorber le projet. Puis, toute cette équipe-là qu'on parle, là, ces 5 personnes-là, on pourrait penser que le patron de tout ça, c'est le directeur de projet. Qui, dans les faits, tu peux nommer un patron si tu veux, mais dans les faits, ce sont toutes. C'est une équipe. C'est une équipe où, tu sais, imagine-toi, quand tout le monde est au courant de tout, il arrive quelque chose, il y a une maladie, il arrive n'importe quoi, bien, il y a de la relève. Il y a du monde en arrière qui sont capables de pallier une absence, qui sont capables de prendre la relève sur un chantier, qui sont capables d'assumer les tâches de l'autre. Puis ça, c'est excessivement important dans une entreprise que tout le monde s'aide. C'est sûr que, bon, si on parle d'une micro-entreprise, c'est difficilement, souvent, ils sont moins que le nombre que je viens de vous nommer là, ils sont moins de personnel. Mais une entreprise qui est en croissance, une entreprise qui est moyenne entreprise, qui tend vers la grosse entreprise, il y a une structure qui est comme indéniable et c'est celle-là. Merci, Marc, c'est vraiment intéressant. Je t'emmène sur un autre axe, un autre point, qui est un peu les outils modernes. Tu sais, parce que là, tantôt, avant le podcast, on a parlé de l'avant-fax, ce qu'on appelait au téléphone pour commander du stock, puis on a parlé de plein d'affaires, mais en même temps, là, on avance. On est ce qu'on est, puis il faut continuer d'avancer. Puis j'aimerais ça qu'on parle ensemble des outils que toi, tu sens là, que ça peut pas s'en aller vers là, que les vitreries qui veulent avancer se doivent de commencer à maîtriser. Ouais. En partant, on ne peut pas parler d'outils modernes sans parler du BIM. OK, le BIM, c'est un outil qui va de la modélisation d'un bâtiment jusqu'au cycle de vie. Il y a 7 étapes dans le BIM, et puis c'est un outil qui est majeur. Beaucoup d'entreprises sont à la croisée des chemins. Là, c'est souvent la différence entre stagner à un certain endroit ou dire on change de classe, pas de classe, là. On change de type de projet, puis on s'en va à des projets de plus grosse envergure. C'est comment on va traiter de l'information qu'on reçoit via le dessin. Donc, si on s'en va vers le BIM, bien entendu, au niveau dessin, c'est beaucoup plus lourd, on va s'entendre. Ça prend des gens qui connaissent très bien ça, le BIM. Il faut que d'ailleurs les directeurs de projet puis toute la direction de projet soient aussi à l'aise avec ça. OK? Mais c'est un outil qui est excessivement puissant. Bon, avec ça aussi, il y a de plus en plus de méthodes de mesurage, tu sais, par nuage de points. Donc, il va y avoir des scans qui vont se faire ces bâtiments, on va mesurer avec des points. Après ça, on va nettoyer les points et puis on va avoir une vision globale du bâtiment en nuage de points qui est excessivement précise. Je t'entends parler de nuage de points, de mesure. As-tu un exemple que tu te souviens dans ta carrière là, que ça a pris ça pour être capable de mesurer ce type de mur rideau? C'était le stade olympique de Montréal. Okay, oui. La rénovation du mât. Okay, oui. Lorsqu'on a tout défait la façade du mât, on a scanné le mât 3 fois. Et puis, il y avait des mouvements. Et puis ensuite de ça, un coup que ça a été modélisé en 3D, OK, donc tous les dessins ont été faits en 3D, ça nous a permis de voir, parce que il faut comprendre que le mur rideau à l'époque du stade il avait 3 angles. Toute la façade, on avait une courbe intérieure, une courbe en montant, puis on avait les 2 côtés courbés. Et puis, on refaisait un mur rideau prévitré sur un plan incliné, avec les 2 côtés courbés, mais on éliminait la courbe intérieure. Donc, il fallait être capable de communiquer à l'entrepreneur où c'est qu'on coupait du ciment, où c'est qu'on en rajoutait, puis comment qu'on en rajoutait, où c'est qu'on mettait la structure d'acier. Donc, on devait tout dévoiler
par notre 3D. Et c'est ce qu'on a fait. On a tout sur le 3D. On a réussi, avec les nuages de points, à modéliser complètement le stade, tout le mât au complet. Ensuite, on a ramené ça en 2D pour la production. Donc, on a tout produit en 2D pour les machines CNC. Et là, il fallait tout importer les informations. Ça a été envoyé à un arpenteur géomètre. Puis l'arpenteur géomètre, lui, a géolocalisé chaque ancrage. Tous les ancrages installés pour supporter la fenestration ont été géolocalisés sur le mât du stade. Et quand les panneaux sont arrivés, on enfilait et ça rentrait comme une main dans un gant. Et puis des légers ajustements, c'est tout. C'est ça, on a mesuré aussi des verres courbes, des escaliers elliptiques pour faire du verre courbé, qui est directement en produisant des nuages de points qui sont excessivement précis. J'entends le mot arpenteur géomètre, on pense souvent à ça dans du terrain, dans du civil, mais je pense que dans des constructions complexes de même, ça devient un métier en soi, celui-là de mesurer puis de positionner. Bien, l'arpenteur géomètre, oui, parce qu'on associe ça, tu sais, on va faire arpenter notre terrain chez nous. Là. C'est ça. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le positionnement spatial. Donc, il va positionner n'importe quoi, n'importe où. Ce sont des bornes qui les posent. Donc, c'est des bornes du haut. Puis, il fallait se référer aux bornes du bâtiment. C'est vraiment, écoutez, c'était une expérience à répéter. J'aime ça d'entendre ça. On a parlé de différentes étapes du BIM. Il y a sûrement d'autres choses que tu as. Il y a le mesurage, il y a tout l'aspect des plateformes 3D. Qu'est-ce qui devient d'autre comme outil technologique du futur? Bien, il y a toute la notion aussi, tu sais, quand tu parles au niveau de la production, là, bon, c'est sûr que maintenant, de plus en plus d'entreprises sont équipées avec des CNC, mais on s'en vient vers... Il faut qu'on arrive à ça. Parce que la main-d'œuvre est de plus en plus rare, là, et puis de plus en plus difficile à aller chercher. Je pense que c'est important qu'on ait une vision claire de ce que l'avenir nous réserve, là. Okay? Si on veut rester une petite vitrerie, vous pouvez continuer à travailler exactement comme vous le faites présentement parce que ce que vous faites, c'est plus axé sur du service ou des petits projets. Mais si on pense commencer à faire de grands projets, il faut nécessairement passer par l'automatisation pour que nos façons de faire soient toujours les mêmes. C'est ça qu'il faut penser. Moi, un des défis que j'avais, puis je fais peut-être du coq à l'âne avec ça, c'est que lorsqu'on a commencé à avoir une croissance, puis j'ai commencé à engager bien du personnel, c'est d'essayer de transmettre comment on installait. C'était quoi les détails typiques que notre entreprise avait pour faire la membrane, pour faire ci, pour faire ça. Tous nos petits détails. Okay? Mais quand on arrive à produire, c'était exactement la même chose. Quand je grossissais ma gang à l'intérieur de l'usine, on avait exactement les mêmes enjeux. Un passait de telle façon, utilisait tel outil, alors que si on y allait plus vers des CNC, vers des coupes vraiment qui sont informatisées, on se ramassait avec de la répétition, quelque chose qui se fait tout seul. En plus, pas d'accident de travail. Peut travailler 24 heures sur 24. C'est ça la beauté. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. On a eu la chance, Hergé, de visiter en Europe, en Allemagne, avec justement la VFQ, des usines automatisées. Puis c'est impressionnant de voir justement cette constance-là à travers des produits qui sont toujours custom. Ils ont toujours plein de grandeurs différentes, plein de trous, plein d'ouvertures totalement différentes, mais qui amènent justement cette automatisation-là, amène une belle constance dans les produits. Puis qui dit constance, dit on va pouvoir augmenter. Puis les normes qu'on a font qu'on s'en va toujours vers le haut. Fait que si on veut suivre la parade, je pense que je suis assez d'accord avec toi qu'il va falloir suivre. Marc, dans les outils technologiques, là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui deviennent justement qui peuvent être, qui vont devoir être utiles dans le futur? Je reviens au BIM. Oui. OK? Il y a, dans le BIM, il y a tout l'entretien, il y a tout un cycle sur l'entretien du bâtiment. OK? La journée, là, quand on fait des dessins, on fait des dessins, à un moment donné, on a une émission de dessin tel que construit. Puis là, j'invite tous les vitriers à vraiment faire des dessins tels que construits, des vrais dessins tels que construits, et non juste d'apposer TQC sur les dessins, là, OK? Parce que c'est important que s'il y a eu des changements en cours de chantier, qu'ils soient sur les dessins. Le gestionnaire, lui, lorsque c'est inclus à l'intérieur de la base de données de BIM, donc les dessins sont directement impliqués dans le BIM, c'est-à-dire que comme vitrier, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, vous avez des vitres à changer. Vous allez savoir la grandeur de tous les verres sans même être obligé de les mesurer. Tout va être là. C'est un outil technologique qu'on a actuellement qui est excessivement importante.
Il y a des endroits, des places, il y a des projets qui ont été faits à Montréal avant la réforme, où ce qu'on nous oblige maintenant à avoir accès à toutes les parties du bâtiment. Et je me souviens d'avoir posé des verres, puis on pose le verre, on finit, on démange l'échafaudage, puis on ne pourra plus jamais remonter là. Oh! Donc, ça veut dire que si un jour, il faut que je la remplace avec une grue de 200 tonnes, ben, il ne faudrait pas que je prenne une grue pour aller mesurer, puis après ça, une grue pour aller le reposer. Il faudrait que je sois capable d'avoir des mesures. Donc, c'est important, la précision des dessins tels que construits, parce qu'ils vont être intégrés dans des méthodologies BIM. Ça va donner aussi le cycle de vie. Puis le cycle de vie va jusqu'au démantèlement du bâtiment. Donc, c'est excessivement plus simple. Il faut que la vitrerie soit une partie intégrante, même si ce n'est pas elle nécessairement qui gère la maquette 3D, c'est quand même elle qui va y donner la bonne information. Fait que si la quincaillerie a été changée, si le type de thermos, le lot a été changé, qui va le savoir à la fin? On a vécu ça chez RG, un bris sur un verre sur notre bâtiment. La dimension, c'est assez facile à trouver. On commande le verre, il n'est pas tout à fait la même réflexion, et on regarde avec les autres verres, et c'est moins joli, c'est moins parfait. Fait que cette information, elle n'avait jamais été transmise. Fait qu'on ne l'avait pas en tant que propriétaire du bâtiment. Fait que c'est un peu tannant. Mais on l'a vécu souvent, ça, sur des projets là, où maintenant, il y a souvent ce qui arrive, c'est que le verre, au fil des années, on perd mettons, il est discontinué. Je me souviens quand Ford a fermé à un moment donné, AFG a repris la distribution de ces produits-là, mais il y avait des recettes qui n'étaient pas tout à fait égales. Fait qu'il y avait toujours des petites variations de choix de couleurs. Mais ça, c'est itinérant procédé. Mais on va plus loin, là. C'est que les bâtiments bâtis dans les années 80, on s'aperçoit aujourd'hui que souvent, on n'a plus de documentation technique, on n'a plus les devis, on n'a plus les documents tels que construits. Ça a été perdu au fil des années, ça n'a pas été numérisé. Bon, des bons gestionnaires l'ont fait, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, malheureusement. C'est pour ça qu'une plateforme comme le BIM, c'est une plateforme informatique qui, elle, va suivre le bâtiment tout au long de sa vie. Il faut vraiment... Moi, je pense que, on a intérêt là, grandement à mettre de la rigueur. La direction de projet, Vincent, là, c'est toute la direction de projet, que ça a l'estimateur, toute la gang, toute la gestion du BIM, c'est une question de rigueur. Un entrepreneur, ça revenait à la première question d'aujourd'hui qui était les qualités d'un entrepreneur. J'ai oublié de dire que, puis la principale qualité, c'est que ça prend de la rigueur. Il faut que cette personne-là n'accepte pas le compromis. Il faut que tu sois droite, intègre, avec tes employés, avec tes clients, mais avec tes façons de faire. Tu sais, faut pas qu'on dise « Ah, je l'ai fait, c'est fini. C'est pas moi qui va le remplacer, c'est mes ancêtres, là. Tu sais, pas mes ancêtres, plutôt mes survivants. C'est pas ça, là. C'est pas ça, être un entrepreneur. L'entrepreneur, il faut que c'est rigoureux. Il faut que ça se soucie, tu sais, de la qualité qu'il va livrer. C'est son nom qui est là-dessus. C'est son nom qui va être là. On a beau avoir les meilleurs outils technologiques. Si l'entrepreneur s'en est pas servi correctement, on ne marchera pas. On change un peu de sujet, puis je m'en irais maintenant dans la croissance. On sait que tu as eu la chance avec Vitreco de le démarrer puis de l'amener quand même à un niveau... aujourd'hui, il a été vendu avec le groupe Flynn, puis c'est devenu, je pense, plusieurs ateliers partout en Amérique du Nord. On parle de croissance, puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Là, c'est quoi les facteurs importants pour avoir de la croissance? Si on commence, mettons, par l'humain, on va y aller de base. On va y aller facile avec l'humain. Ouais. Bon, en partant, si le gestionnaire veut croître, là, si le propriétaire veut avoir une croissance, il faut qu'il s'assure d'avoir une équipe qui veut la croissance. Tu ne veux pas partir en croissance, puis aussitôt que ça commence à grossir, tout le monde quitte le bateau. Là. C'est pas ça. Là. Il faut que ça soit une décision. De base, il faut que tu veuilles, mais il faut que l'équipe alentour de toi soit prête à ça. Okay? Et crois pas qu'il veut... Il y a des dangers, il y a des gros enjeux financiers dans la croissance. Okay? La construction, c'est pas un domaine où l'argent coule à flot, là, malheureusement. Les profits... en vitrerie, là, ils cassent une vitre, il arrive toutes sortes de petites bagues sur un chantier, des mauvaises températures, du froid, bon, etc., et pas long que les entreprises sont moins profitables. Et puis, si je crois une année de 1 million de dollars de chiffre d'affaires de plus, je m'en ramasse avec souvent 100 000 dollars de retenue contractuelle pour à peu près 50 60 000 piastres de profit, je m'appauvris. Je fais du profit, mais j'ai moins de cash flow. Donc, j'ai plus de sorties d'argent, j'ai besoin de plus de financement. Donc, il faut que
ma gestion de la croissance soit bien accompagnée avec mon banquier. Il faut que ça soit vraiment dans mon budget, il faut qu'on s'en aille là, puis que ça soit une équipe. Il faut que je ne suis pas tout seul à penser qu'on s'en va par là-bas. Là. Moi, j'ai vu une année, on a monté 3 millions, j'ai trouvé ça dur. Oh. Parce que, tu sais, c'est 300 000 de retenue contractuelle, plus des fois 2-3 petits litiges. Mais tu te ramasses avec beaucoup de maux de tête. L'équipe grossit. Parce que là, si tu faisais une année, tu fais 5 millions, l'année d'après, tu fais 10, ou 2 ans plus tard, tu fais 10, bien là, c'est plus la même équipe, tu as d'autres mondes. Il faut que tu les intègres, ces gens-là. Oh, intégrer. Fait que là, c'est l'intégration des employés. Fait que là, tu vas arriver avec des gens qui vont arriver d'autres entreprises ou qui vont arriver de l'école. Il faut que tu les formes à tes méthodes de travail. Il faut qu'ils s'intègrent, il faut qu'ils le comprennent, il faut qu'ils le mettent sur leur cœur aussi. Parce qu'ils sont les porteurs de ta vision, ils sont les porteurs de la vision d'entreprise auprès des clients. Donc, il faut qu'ils l'acclimatent. Même ça, chez les chantiers de construction, j'en parlais tantôt, mais quand je vais engager des nouveaux travailleurs sur les chantiers, bien, il faut qu'ils adoptent mes façons de faire. Il faut qu'ils sachent comment nous, on travaille, puis de quelle façon on veut que ça soit fait. Donc, il y a beaucoup d'enjeux techniques, il y a beaucoup d'enjeux humains. La croissance, là, en partant, c'est humain. Okay? Moi, je me souviens d'avoir embarqué sur l'aéroport de Dorval, où on a mis 60 hommes à l'aéroport de Dorval. C'était une croissance exponentielle. C'était l'année, je pense, pour moi, une des pires années au niveau émotif, parce que c'était dur, parce qu'on intégrait plein de gens. Puis je pense que j'avais pas assez de 168 heures par semaine pour voir à tout ça. C'était excessivement difficile parce que c'était une croissance, je pense, inappropriée. Sans être inappropriée, une croissance démesurée. C'était une année excessivement dure. Quand tu penses à ça, tu penses pas juste au beau, ça grossissait, les chiffres grossissaient, tu te souviens surtout de ce que tu en ressens, c'est les défis. Tu faisais quoi pour former tout ce beau monde-là, là, parce que ça fait du monde, là, 60 personnes sur un seul chantier en même temps, avec le chantier qui roule, qui va être livré. Ça a été quoi tes meilleures méthodes ou ça serait quoi plutôt, toi, les méthodes qu'on aurait dû faire? Ben, en fait, je vais te dire, on en a fait beaucoup. Et puis, on aurait pu en faire plus. Malheureusement, c'est une question de temps. Tu sais, le problème, c'est que ça va souvent un mot. Des fois, il y a des choses qu'il faut dire non, puis on ne dit pas non. Okay? Oh. Puis ça, c'est un sujet qu'on pourra reparler, là, mais oui. C'est une chose qui est bien importante. Quand on devrait dire non à bien des égards, puis on ne le fait pas. Donc, mais pour venir au projet de 60 hommes, parce qu'il faut que tu penses qu'il y en avait d'autres sur d'autres chantiers aussi, là, c'est d'essayer de c'est de redistribuer ton équipe de façon à emmener de l'influence du corps, là, des gens qui t'ont confiance, qui sont avec toi depuis longtemps. C'est d'amener ces gens-là un peu partout pour promouvoir les méthodes qu'on a toujours fait. Faire de la formation. Faire de la formation chantier. Il faut que mais après ça aussi, il y a une question aussi de gestion de projet. Il faut que ta gestion de projet suive. Vous savez, moi, j'étais en affaires pendant, ça fait 41 ans, j'ai en vitrerie, là. Et il y a une chose que j'ai jamais été capable de faire. Jamais. J'ai jamais été capable d'adapter mon mode d'opération dans une roue qui tourne parfaitement égale partout. C'est-à-dire que j'ai jamais été capable d'avoir mon estimation qui roule à la même vitesse que la production, qui roule à la même vitesse que le dessin, qui roule à la même vitesse que le chantier. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur de ça qui vient perturber ma méthode de faire. Et ça, je pense que, puis ça, pour en avoir jasé avec je ne sais pas combien de vitriers, là, je pense que c'est un problème d'industrie. La construction, c'est une industrie cyclique qui dépend de la température, qui dépend d'un paquet de choses. Puis ce problème cyclique-là vient... c'est né à la construction. On n'est jamais capable des fois, on va faire 3 soumissions de 3 projets. Des fois, on va en faire 22 puis on n'en a pas une. Puis tout à coup, il en rentre 4 en ligne. Département d'estimation, département de dessin, il est complètement un par-dessus l'autre. Et puis après ça arrive tout en usine en même temps. Il n'y a rien qui sort parce que tout est pris. Le matériel ne rentre pas. Il faut être capable de s'adapter à ça. De garder notre calme, de garder notre focus. OK? Puis surtout, quand on a établi notre canal de communication très, très clairement avec notre client, de tenir au courant de tout ce qui se passe pour éviter justement d'arriver devant des murs, des portes fermées. Là. Il faut que ça soit toujours ouvert.
J'imagine qu'en croissance, ça doit être encore pire parce que là, tu dis que c'est difficile que la roue vire égale, mais si la roue, tu la fais accélérer, ça doit devenir encore pire à vivre. Ben oui, heureusement, bon, on s'en est sorti. mais c'est pas différent de beaucoup d'autres styles d'organisation. La croissance, là, c'est dangereux. Okay? C'est dangereux si elle est mal planifiée. Et ça se planifie, une croissance. Tu peux pas dire demain matin, je fais 5 millions, je vais en faire 10 l'année d'après. Non, c'est impensable de faire ça. C'est impensable. Sans plan, tu n'y arriveras pas. Si tu prends un plan, ça prend une vision. Ça prend une vision. Tu sais, il faut que ça soit, financièrement, il faut que ça soit jouable en partant. Il faut que l'équipe soit capable d'intégrer. Si je planifie mon année d'après, puis je dis, OK, là, je pars un programme, puis je m'en vais vers telle ligne, tel genre d'entrepreneur, je travaille. OK, si je veux m'engager, ça va être temps d'engager là, pendant que, tu sais, je n'ai pas encore tous ces projets-là. Donc, j'investis pour mieux grandir. Un peu l'œuf et la poule, toujours. Tu investis sur ta main-d'œuvre, tes ventes ne sont pas encore là, tes ventes apparaissent, tu n'as pas encore assez de main-d'œuvre, puis toujours ce jeu. C'est le principe du parapluie. Hein, tu achètes le parapluie quand il fait beau pour les jours qui vont mouiller. Exactement. C'est le même principe. Tes employés, il faut que tu les engages en prévision d'une progression, d'une croissance. Il ne faut pas t'attendre d'être en croissance pour les engager. Parce que quand tu vas être en croissance, il va être trop tard pour les engager. Donc, pour répondre à ta question clairement tantôt, quand tu me demandais ce que j'aurais fait de mieux, c'est que je me serais préparé à cette croissance-là. Si je serais arrivé... Je te dis pas qu'on était complètement dans le champ, là. Je n'étais pas dans le champ, là. Tu sais, bon, on a fini le projet, puis ça a été quand même correct comme projet, là. Mais si je me serais préparé avant, j'aurais probablement moins souffert en chantier. La vie aurait été mieux. Ouais. On pourrait en parler longtemps de la croissance. C'est vraiment un sujet en soi qui est, peu importe l'industrie. Il faut faire attention. Hein. Mais c'est vrai dans tous les domaines d'activité. Hein. Si tu veux avoir une croissance, moi, je me souviens dans les années 70, mon père avait un dépanneur, puis... Écoute, à un moment donné, pour vendre du matériel, il fallait qu'il mette du matériel, ces tablettes, là, ça coûte de l'argent, mettre du matériel des tablettes. Donc, son inventaire, il a triplé quand il a acheté le dépanneur. Donc, en partant, il achète ça, puis il est obligé de mettre, tu sais, à l'époque, des taux d'intérêt de 20%. Là. Il faut qu'il mette beaucoup d'argent ces tablettes pour pouvoir en vendre, mais c'était la façon de pouvoir en vendre. Il n'y a pas 56 000. Là. C'est une croissance dans toutes les sphères d'activité, bien, il faut que tu sois préparé à ça. Absolument. Puis je pense que tu as passé au travers. Fait que c'est faisable. C'est juste qu'il faut l'organiser. Bien, aujourd'hui, j'essaie de... Puis c'est ça que je dis aux gens. Quand tu es rendu là, faut pas te rendre... Tu sais, tu as besoin tu sais, chez vous, tu as besoin d'un dessinateur. C'est pas quand le projet va arriver qu'il faut que tu l'engages. C'est en prévision qu'il va arriver. Il faut le former. Il faut trouver le cash flow pour le faire vivre. Il faut faire tout. C'est toujours un peu la même recette à différents niveaux, c'est certain. Ouais. Merci, Marc, pour toutes ces informations-là, pour ce partage riche en renseignements, en enseignements même. On retient que la gestion de projet, c'est avant tout une affaire d'humain, d'organisation et de vision. Un gestionnaire compétent, une équipe soudée et des outils modernes. Voilà les fondations d'un projet réussi. C'était que la première partie de notre conversation. Dans le prochain épisode, nous irons plus loin, du papier au terrain. Comment bien gérer les soumissions? Savoir dire non aux mandats qui ne correspondent pas à nos services, à nos valeurs. Anticiper les imprévus, puis surtout, maîtriser la gestion du changement. Restez avec nous dans Vers l'avenir.